Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 18 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant septembre 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 18. Au point du jour, les colons avaient regagné silencieusement l'entrée de la caverne, à laquelle ils donnèrent le nom de crypte Dakkar, en souvenir du capitaine Nemo. La marée était basse alors, et ils purent aisément passer sous l'arcade dont le flot battait le pied droit basaltique. Le canot de tôle demeura en cet endroit, et de telle manière qu'il fut à l'abri des lames. Par surcroît de précaution, Pencroff, Nab et Ayrton le halèrent sur la petite grève qui confinait à l'un des côtés de la crypte en un endroit où il ne courait aucun danger. L'orage avait cessé avec la nuit. Les derniers roulements du tonnerre s'évanouissaient dans l'ouest. Il ne pleuvait plus, mais le ciel était encore chargé de nuages. En somme, ce mois d'octobre, début du printemps austral, ne s'annonçait pas d'une façon satisfaisante, et le vent avait une tendance à sauter d'un point du compas à l'autre, qui ne permettait pas de compter sur un temps fait. Cyrus Smith et ses compagnons, en quittant la crypte Dakkar, avaient repris la route du corral. Chemin faisant, Nab et Harbert eurent soin de dégager le fil qui avait été tendu par le capitaine entre le corral et la crypte, et qu'on pouvait utiliser plus tard. En marchant, les colons parlaient peu. Les divers incidents de cette nuit du 15 au 16 octobre les avaient très vivement impressionnés. Cet inconnu dont l'influence les protégeait si efficacement, cet homme dont leur imagination faisait un génie, le capitaine Nemo n'était plus. Son Nautilus et lui étaient ensevelis au fond d'un abîme. Il semblait à chacun qu'ils étaient plus isolés qu'avant. Ils s'étaient pour ainsi dire habitués à compter sur cette intervention puissante qui leur manquait aujourd'hui, et Gédéon Spilett et Cyrus Smith lui-même n'échappaient pas à cette impression. Aussi gardèrent-ils tous un profond silence en suivant la route du corral. Vers 9 heures du matin, les colons étaient rentrés à Granite House. Il avait été bien convenu que la construction du navire serait très activement poussée, et Cyrus Smith y donna plus que jamais son temps et ses soins. On ne savait ce que réservait l'avenir. Or, c'était une garantie pour les colons d'avoir à leur disposition un bâtiment solide, pouvant tenir la mer même par un gros temps et assez grand pour tenter, au besoin, une traversée de quelque durée. Si, le bâtiment achevé, les colons ne se décidaient pas à quitter encore l'île Lincoln et à gagner soit un archipel polynésien du Pacifique, soit les côtes de la Nouvelle-Zélande, du moins devaient-ils se rendre au plus tôt à l'île Tabor afin d'y déposer la notice relative à Ayrton. C'était une indispensable précaution à prendre pour le cas où le yacht écossais reparaîtrait dans ces mers. Et il ne fallait rien négliger à cet égard. Les travaux furent donc repris. Cyrus Smith, Pencroff et Ayrton, aidés de Nab, de Gédéon Spilett et d'Harbert, toutes les fois que quelque autre besogne pressante ne les réclamait pas, travaillèrent sans relâche. Il était nécessaire que le nouveau bâtiment fût prêt dans 5 mois, c'est-à-dire pour le commencement de mars, si l'on voulait rendre visite à l'île Tabor avant que les coups de vent d'équinoxe eussent rendu cette traversée impraticable. Aussi, les charpentiers ne perdirent-ils pas un moment. Du reste, ils n'avaient pas à se préoccuper de fabriquer un gréement, car celui du Speedy avait été sauvé en entier. C'était donc, avant tout, la coque du navire qu'il fallait achever. La fin de l'année 1868 s'écoula au milieu de ces importants travaux, presque à l'exclusion de tous autres. Au bout de 2 mois et demi, les couples avaient été mis en place et les premiers bordages étaient ajustés. On pouvait déjà juger que les plans donnés par Cyrus Smith étaient excellents et que le navire se comporterait bien à la mer. Pencroff apportait à ce travail une activité dévorante et ne se gênait pas de grommeler quand l'un ou l'autre abandonnait la hache du charpentier pour le fusil du chasseur.
Il fallait bien, cependant, entretenir les réserves de Granite House en vue du prochain hiver. Mais n'importe. Le brave marin n'était pas content lorsque les ouvriers manquaient au chantier. Dans ces occasions-là, et en bougonnant, il faisait, par colère, l'ouvrage de 6 hommes. Toute cette saison d'été fut mauvaise. Pendant quelques jours, les chaleurs étaient accablantes et l'atmosphère, saturée d'électricité, ne se déchargeait ensuite que par de violents orages qui troublaient profondément les couches d'air. Il était rare que des roulements lointains du tonnerre ne se fissent pas entendre. C'était comme un murmure sourd, mais permanent, tel qu'il se produit dans les régions équatoriales du globe. Le 1er janvier 1869 fut même signalé par un orage d'une violence extrême, et la foudre tomba plusieurs fois sur l'île. De gros arbres furent atteints par le fluide et brisés, entre autres un de ces énormes micocouliers qui ombrageaient la basse-cour à l'extrémité sud du lac. Ce météore avait-il une relation quelconque avec les phénomènes qui s'accomplissaient dans les entrailles de la Terre? Une sorte de connexité s'établissait-elle entre les troubles de l'air et les troubles des portions intérieures du globe? Cyrus Smith fut porté à le croire, car le développement de ces orages fut marqué par une recrudescence des symptômes volcaniques. Ce fut le 3 janvier que Harbert, étant monté dès l'aube au plateau de Grande Vue pour sceller l'un des onaggas, aperçut un énorme panache qui se déroulait à la cime du volcan. Harbert prévint aussitôt les colons, qui vinrent de suite observer le sommet du mont Franklin. Hey! S'écria Pencroff, ce ne sont pas des vapeurs cette fois. Il me semble que le géant ne se contente plus de respirer, mais qu'il fume. Cette image, employée par le marin, traduisait justement la modification qui s'était opérée à la bouche du volcan. Depuis 3 mois déjà, le cratère émettait des vapeurs plus ou moins intenses, mais qui ne provenaient encore que d'une ébullition intérieure des matières minérales. Cette fois, aux vapeurs venait de succéder une fumée épaisse, s'élevant sous la forme d'une colonne grisâtre, large de plus de 300 pieds à sa base, et qui s'épanouissait comme un immense champignon à une hauteur de 7 à 800 pieds au-dessus de la cime du mont. Le feu est dans la cheminée, dit Gédéon Spilett. Et nous ne pourrons pas l'éteindre, répondit Harbert. On devrait bien ramoner les volcans, fit observer Nab, qui sembla parler le plus sérieusement du monde. Bon, Nab, s'écria Pencroff, est-ce toi qui te chargerais de ce ramonage-là? Et Pencroff poussa un gros éclat de rire. Cyrus Smith observait avec attention l'épaisse fumée projetée par le mont Franklin, et il prêtait même l'oreille, comme s'il eût voulu surprendre quelque grondement éloigné. Puis, revenant vers ses compagnons, dont il s'était écarté quelque peu, en effet, mes amis, une importante modification s'est produite. Il ne faut pas se le dissimuler. Les matières volcaniques ne sont plus seulement à l'état d'ébullition, elles ont pris feu, et très certainement, nous sommes menacés d'une éruption prochaine. Eh bien, monsieur Smith, on la verra, l'éruption, s'écria Pencroff, et on l'applaudira si elle est réussie. Je ne pense pas qu'il y ait là de quoi nous préoccuper. Non, Pencroff, répondit Cyrus Smith, car l'ancienne route des laves est toujours ouverte, et grâce à sa disposition, le cratère les a jusqu'ici épanchés vers le nord. Et cependant, puisqu'il n'y a aucun avantage à retirer d'une éruption, mieux vaudrait que celle-ci n'eût pas lieu, dit le reporter. Qui sait, répondit le marin, il y a peut-être dans ce volcan quelque utile et précieuse matière qu'il vomira complaisamment et dont nous ferons bon usage. Cyrus Smith secoua la tête en homme qui n'entendait rien de bon du phénomène dont le développement était si subit. Il n'envisageait pas aussi légèrement que Pencroff les conséquences d'une éruption. Si les laves, par suite de l'orientation du cratère, ne menaçaient pas directement les parties boisées et cultivées de l'île, d'autres complications pouvaient se présenter. En effet, il n'est pas rare que les éruptions soient accompagnées de tremblements de terre, et une île, de la nature de l'île Lincoln, formée de matières si diverses, basalte d'un côté, granit de l'autre, lave au nord, sol meuble au midi, matières qui, par conséquent, ne pouvaient être solidement liées entre elles, auraient couru le risque d'être désagrégées.
Si donc l'épanchement des substances volcaniques ne constituait pas un danger très sérieux, tout mouvement dans la charpente terrestre qui eût secoué l'île pouvait entraîner des conséquences extrêmement graves. Il me semble, dit Ayrton, qui s'était couché de manière à poser son oreille sur le sol, il me semble entendre des roulements sourds, comme ferait un chariot chargé de barres de fer. Les colons écoutèrent avec une extrême attention et purent constater qu'Ayrton ne se trompait pas. Au roulement se mêlaient parfois des mugissements souterrains qui formaient une sorte de rinforzendo et s'éteignaient peu à peu comme si quelque brise violente eût passé dans les profondeurs du globe. Mais aucune détonation proprement dite ne se faisait encore entendre. On pouvait donc en conclure que les vapeurs et les fumées trouvaient un libre passage à travers la cheminée centrale et que, la soupape étant assez large, aucune dislocation ne se produirait, aucune explosion ne serait à craindre. Ah ça, dit alors Pencroff, est-ce que nous n'allons pas retourner au travail? Que le mont Franklin fume, braille, gémisse, vomisse feu et flamme tant qu'il lui plaira, ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Allons, Ayrton, Nab, Harbert, monsieur Cyrus, monsieur Spilett, il faut aujourd'hui que tout le monde mette la main à la besogne. Nous allons ajuster les précintes, et une douzaine de bras ne seront pas de trop. Avant 2 mois, je veux que notre nouveau Bonadventure, car nous lui conserverons ce nom, n'est-il pas vrai, flotte sur les eaux du port Ballon. Donc, pas une heure à perdre. Tous les colons, dont les bras étaient réclamés par Pencroff, descendirent au chantier de construction et procédèrent à la pose des précintes, épais bordages qui forment la ceinture d'un bâtiment et relient solidement entre eux les couples de sa carcasse. C'était là une grosse et pénible besogne à laquelle tous durent prendre part. On travailla donc assidûment pendant toute cette journée du 3 janvier, sans se préoccuper du volcan, qu'on ne pouvait apercevoir d'ailleurs, de la grève de Granite House, mais une ou deux fois, de grandes ombres voilant le soleil, qui décrivait son arc diurne sur un ciel extrêmement pur, indiquèrent qu'un épais nuage de fumée passait entre son disque et l'île. Le vent, soufflant du large, emportait toutes ces vapeurs dans l'ouest. Cyrus Smith et Gédéon Spilett remarquèrent parfaitement ces assombrissements passagers et causèrent à plusieurs reprises des progrès que faisait évidemment le phénomène volcanique, mais le travail ne fut pas interrompu. Il était d'ailleurs d'un haut intérêt à tous les points de vue que le bâtiment fût achevé dans le plus bref délai. En présence d'éventualités qui pouvaient naître, la sécurité des colons n'en serait que mieux garantie. Qui sait si ce navire ne serait pas un jour leur unique refuge? Le soir, après souper, Cyrus Smith, Gédéon Spilett et Harbert remontèrent sur le plateau de Grande-Vue. La nuit était déjà faite, et l'obscurité devait permettre de reconnaître si, aux vapeurs et aux fumées accumulées à la bouche du cratère, se mêlaient soit des flammes, soit des matières incandescentes projetées par le volcan. Le cratère est en feu! S'écria Harbert, qui, plus leste que ses compagnons, était arrivé le premier au plateau. Le mont Franklin, distant de 6 milles environ, apparaissait alors comme une gigantesque torche, au sommet de laquelle se tordaient quelques flammes fuligineuses, tant de fumée, tant de scories et de cendres peut-être y étaient mêlés, que leur éclat, très atténué, ne tranchait pas au vif sur les ténèbres de la nuit. Mais une sorte de lueur fauve se répandait sur l'île et découpait confusément la masse boisée des premiers plans. D'immenses tourbillons obscurcissaient les hauteurs du ciel, à travers lesquels scintillaient quelques étoiles. Les progrès sont rapides, dit l'ingénieur. Ce n'est pas étonnant, répondit le reporter. Le réveil du volcan date depuis un certain temps déjà. Vous vous rappelez, Cyrus, que les premières vapeurs ont apparu vers l'époque à laquelle nous avons fouillé les contreforts de la montagne pour découvrir la retraite du capitaine Nemo. C'était, si je ne me trompe, vers le 15 octobre. Oui, répondit Harbert. Et voilà déjà 2 mois et demi de cela. Les feux souterrains ont donc couvé pendant 10 semaines, reprit Gédéon Spilett, et il n'est pas étonnant qu'ils se développent maintenant avec cette violence. Est-ce que vous ne sentez pas certaines vibrations dans le sol? Demanda Cyrus Smith.
En effet, répondit Gédéon Spilett, mais de là à un tremblement de terre? Je ne dis pas que nous soyons menacés d'un tremblement de terre, répondit Cyrus Smith, et Dieu nous en préserve. Non, ces vibrations sont dues à l'effervescence du feu central. L'écorce terrestre n'est autre chose que la paroi d'une chaudière. Et vous savez que la paroi d'une chaudière, sous la pression des gaz, vibre comme une plaque sonore. C'est cet effet qui se produit en ce moment. Les magnifiques gerbes de feu, s'écria Harbert. En ce moment jaillissait du cratère une sorte de bouquet d'artifice dont les vapeurs n'avaient pu diminuer l'éclat. Des milliers de fragments lumineux et de points vifs se projetaient en direction contraire. Quelques-uns, dépassant le dôme de fumée, le crevaient d'un jet rapide et laissaient après eux une véritable poussière incandescente. Cet épanouissement fut accompagné de détonations successives comme le déchirement d'une batterie de mitrailleuses. Cyrus Smith, le reporter et le jeune garçon, après avoir passé 1 heure au plateau de Grande-Vue, redescendirent sur la grève et regagnèrent Granite House. L'ingénieur était pensif, préoccupé même, à ce point que Gédéon Spilett crut devoir lui demander s'il pressentait quelque danger prochain, dont l'éruption serait la cause directe ou indirecte. Oui et non, répondit Cyrus Smith. Cependant, reprit le reporter, le plus grand malheur qui pourrait nous arriver ne serait-ce pas un tremblement de terre qui bouleverserait l'île? Or, je ne crois pas que cela soit à redouter, puisque les vapeurs et les laves ont trouvé un libre passage pour s'épancher au dehors. Aussi, répondit Cyrus Smith, ne crains-je pas un tremblement de terre dans le sens que l'on donne ordinairement aux convulsions du sol provoquées par l'expansion des vapeurs souterraines, mais d'autres causes peuvent amener de grands désastres. Lesquels, mon cher Cyrus? Je ne sais trop. Il faut que je voie, que je visite la montagne. Avant quelques jours, je serai fixé à cet égard. Gédéon Spilett n'insista pas. Et bientôt, malgré les détonations du volcan, dont l'intensité s'accroissait et que répétaient les échos de l'île, les hôtes de Granite House dormaient d'un profond sommeil. 3 jours s'écoulèrent, les 4, 5 et 6 janvier. On travaillait toujours à la construction du bateau, et sans s'expliquer autrement, l'ingénieur activait le travail de tout son pouvoir. Le mont Franklin était alors encapuchonné d'un sombre nuage d'aspect sinistre, et avec les flammes, il vomissait des roches incandescentes, dont les unes retombaient dans le cratère même. Ce qui faisait dire à Pencroff, qui ne voulait considérer le phénomène que par ses côtés amusants: Tiens, le géant qui joue au bilboquet! Le géant qui jongle! Et en effet, les matières vomies retombaient dans l'abîme, et il ne semblait pas que les laves, gonflées par la pression intérieure, se fussent encore élevées jusqu'à l'orifice du cratère. Du moins, l'égueulement du nord-est, qui était en partie visible, ne versait aucun torrent sur le talus septentrional du mont. Cependant, quelque pressés que fussent les travaux de construction, d'autres soins réclamaient la présence des colons sur divers points de l'île. Avant tout, il fallait aller au corral, où le troupeau de mouflons et de chèvres était renfermé, et renouvelait la provision de fourrage de ces animaux. Il fut alors convenu qu'Ayrton s'y rendrait le lendemain 7 janvier, et comme il pouvait suffire seul à cette besogne, dont il avait l'habitude, Pencroff et les autres manifestèrent une certaine surprise quand ils entendirent l'ingénieur dire à Ayrton: puisque vous allez demain au corral, je vous y accompagnerai. Eh, monsieur Cyrus, s'écria le marin, nos jours de travail sont comptés, et si vous partez aussi, cela va nous faire 4 bras de moins. Nous serons revenus le lendemain, répondit Cyrus Smith, mais j'ai besoin d'aller au corral. Je désire reconnaître où en est l'éruption. L'éruption, l'éruption, répondit Pencroff d'un air peu satisfait. Quelque chose d'important que cette éruption, et voilà qui ne m'inquiète guère. Quoi qu'en eût le marin, l'exploration projetée par l'ingénieur fut maintenue pour le lendemain. Harbert aurait bien voulu accompagner Cyrus Smith, mais il ne voulut pas contrarier Pencroff en s'absentant. Le lendemain, dès le lever du jour, Cyrus Smith et Ayrton, montant le chariot attelé des 2 onaggas, prenaient la route du corral et y couraient au grand trot. Au-dessus de la forêt passaient de gros nuages auxquels le cratère du mont Franklin fournissait incessamment des matières fuligineuses. Ces nuages,
qui roulait pesamment dans l'atmosphère, était évidemment composé de substances hétérogènes. Ce n'était pas à la fumée seule du volcan qu'il devait d'être si étrangement opaques et lourds. Des scories à l'état de poussière, telles que de la pouzzolane pulvérisée et des cendres grisâtres, aussi fines que la plus fine fécule, se tenaient en suspension au milieu de leurs épaisses volutes. Ces cendres sont si ténues qu'on les a vues se maintenir quelquefois dans l'air durant des mois entiers. Après l'éruption de 1783 en Islande, pendant plus d'une année, l'atmosphère fut ainsi chargée de poussière volcanique que les rayons du soleil perçaient à peine. Mais le plus souvent, ces matières pulvérisées se rabattent et c'est ce qui arriva en cette occasion. Cyrus Smith et Ayrton étaient à peine arrivés au corral qu'une sorte de neige noirâtre semblable à une légère poudre de chasse tomba et modifia instantanément l'aspect du sol. Arbres, prairies, tout disparut sous une couche mesurant plusieurs pouces d'épaisseur. Mais, très heureusement, le vent soufflait du nord-est et la plus grande partie du nuage alla se dissoudre au-dessus de la mer. Voilà qui est singulier, monsieur Smith, dit Ayrton. Voilà qui est grave, répondit l'ingénieur. Cette pouzzolane, ces pierres ponces pulvérisées, toute cette poussière minérale en un mot, démontrent combien le trouble est profond dans les couches inférieures du volcan. Mais n'y a-t-il rien à faire? Rien, si ce n'est à se rendre compte des progrès du phénomène. Occupez-vous donc, Ayrton, des soins à donner au corral. Pendant ce temps, je remonterai jusqu'au-delà des sources du Creek Rouge et j'examinerai l'état du mont sur sa pente septentrionale. Puis, monsieur Smith, puis nous ferons une visite à la crypte Dakkar. Je veux voir. Enfin, je reviendrai vous prendre dans 2 heures. Ayrton entra alors dans la cour du corral et, en attendant le retour de l'ingénieur, il s'occupa des mouflons et des chèvres qui semblaient éprouver un certain malaise devant ces premiers symptômes d'une éruption. Cependant, Cyrus Smith, s'étant aventuré sur la crête des contreforts de l'Est, tourna le Creek Rouge et arriva à l'endroit où ses compagnons et lui avaient découvert une source sulfureuse lors de leur première exploration. Les choses avaient bien changé. Au lieu d'une seule colonne de fumée, il en compta 13 qui fusaient hors de terre, comme si elles eussent été violemment poussées par quelques pistons. Il était évident que l'écorce terrestre subissait en ce point du globe une pression effroyable. L'atmosphère était saturée de gaz sulfureux, d'hydrogène, d'acide carbonique, mêlés à des vapeurs aqueuses. Cyrus Smith sentait frémir ces tufs volcaniques dont la plaine était semée, et qui n'étaient que des cendres pulvérulentes dont le temps avait fait des blocs durs. Mais il ne vit encore aucune trace de lave nouvelle. C'est ce que l'ingénieur put constater plus complètement, quand il observa tout le revers septentrional du mont Franklin. Des tourbillons de fumée et de flammes s'échappaient du cratère. Une grêle de scories tombait sur le sol, mais aucun épanchement lavique ne s'opérait par le goulot du cratère, ce qui prouvait que le niveau des matières volcaniques n'avait pas encore atteint l'orifice supérieur de la cheminée centrale. Et j'aimerais mieux que cela fût, se dit Cyrus Smith. Au moins je serais certain que les laves ont repris leur route accoutumée. Qui sait si elles ne se déverseront pas par quelque nouvelle bouche? Mais là n'est pas le danger. Le capitaine Nemo l'a bien pressenti. Non, le danger n'est pas là. Cyrus Smith s'avança jusqu'à l'énorme chaussée dont le prolongement encadrait l'étroit golfe du Requin. Il put donc examiner suffisamment de ce côté les anciennes zébrures des laves. Il n'y avait pas doute pour lui que la dernière éruption ne remontât à une époque très éloignée. Alors il revint sur ses pas, prêtant l'oreille au roulement souterrain qui se propageait comme un tonnerre continu, et sur lequel se détachaient d'éclatantes détonations. À 9 heures du matin, il était de retour au corral. Ayrton l'attendait. Les animaux sont pourvus, monsieur Smith, dit Ayrton. Bien, Ayrton. Ils semblent inquiets, monsieur Smith. Oui, l'instinct parle en eux, et l'instinct ne trompe pas. Quand vous voudrez. Prenez un fanal et un briquet, Ayrton, répondit l'ingénieur, et partons. Ayrton fit ce qui lui était commandé. Les onaggas,
dételé, errait dans le corral. La porte fut fermée extérieurement, et Cyrus Smith, précédant Ayrton, prit vers l'ouest l'étroit sentier qui conduisait à la côte. Tous deux marchaient sur un sol ouaté par les matières pulvérulentes tombées du nuage. Aucun quadrupède n'apparaissait sous bois. Les oiseaux eux-mêmes avaient fui. Quelquefois, une brise qui passait soulevait la couche de cendres, et les deux colons, pris dans un tourbillon opaque, ne se voyaient plus. Ils avaient soin alors d'appliquer un mouchoir sur leurs yeux et leur bouche, car ils couraient le risque d'être aveuglés et étouffés. Cyrus Smith et Ayrton ne pouvaient dans ces conditions marcher rapidement. En outre, l'air était lourd, comme si son oxygène eût été en partie brûlé et qu'il fût devenu impropre à la respiration. Tous les 100 pas, il fallait s'arrêter et reprendre haleine. Il était donc plus de 10 heures quand l'ingénieur et son compagnon atteignirent la crête de cet énorme entassement de roches basaltiques et porphyritiques qui formait la côte nord-ouest de l'île. Ayrton et Cyrus Smith commencèrent à descendre cette côte abrupte, en suivant à peu près le chemin détestable qui, pendant cette nuit d'orage, les avait conduits à la crypte Dakkar. En plein jour, cette descente fut moins périlleuse, et d'ailleurs, la couche de cendres recouvrant le poli des roches permettait d'assurer plus solidement le pied sur leur surface déclive. L'épaulement qui prolongeait le rivage, à une hauteur de 40 pieds environ, fut bientôt atteint. Cyrus Smith se rappelait que cet épaulement s'abaissait par une pente douce jusqu'au niveau de la mer. Quoique la marée fût basse en ce moment, aucune grève ne découvrait, et les lames, salies par la poussière volcanique, venaient directement battre les basaltes du littoral. Cyrus Smith et Ayrton retrouvèrent sans peine l'ouverture de la crypte Dakkar, et ils s'arrêtèrent sous la dernière roche, qui formait le palier inférieur de l'épaulement. « Le canot de tôle doit être là, » dit l'ingénieur. « Il y est, monsieur Smith, » répondit Ayrton, attirant à lui la légère embarcation qui était abritée sous la voussure de l'arcade. « Embarquons, Ayrton !» Les deux colons s'embarquèrent dans le canot. Une légère ondulation des lames l'engagea plus profondément sous le cintre très surbaissé de la crypte, et là, Ayrton, après avoir battu le briquet, alluma le fanal. Puis, il saisit les deux avirons, et le fanal ayant été posé sur l'étrave du canot, de manière à projeter ses rayons en avant, Cyrus Smith prit la barre et se dirigea au milieu des ténèbres de la crypte. Le Nautilus n'était plus là pour embraser de ses feux cette sombre caverne. Peut-être l'irradiation électrique, toujours nourrie par son foyer puissant, se propageait-elle encore au fond des eaux, mais aucun éclat ne sortait de l'abîme où reposait le capitaine Nemo. La lumière du fanal, quoique insuffisante, permit cependant à l'ingénieur de s'avancer, en suivant la paroi de droite de la crypte. Un silence sépulcral régnait sous cette voûte, du moins dans sa portion antérieure, car bientôt Cyrus Smith entendit distinctement les grondements qui se dégageaient des entrailles de la montagne. « C'est le volcan, dit-il. » Bientôt, avec ce bruit, les combinaisons chimiques se trahirent par une vive odeur, et des vapeurs sulfureuses saisirent à la gorge l'ingénieur et son compagnon. « Voilà ce que craignait le capitaine Nemo !» murmura Cyrus Smith, dont la figure pâlit légèrement. « Il faut pourtant aller jusqu'au bout. »« Allons !» répondit Ayrton, qui se courba sur ses avirons et poussa le canot vers le chevet de la crypte. 25 minutes après avoir franchi l'ouverture, le canot arrivait à la paroi terminale et s'arrêtait. Cyrus Smith, montant alors sur son banc, promena le fanal sur les diverses parties de la paroi qui séparait la crypte de la cheminée centrale du volcan. Quelle était l'épaisseur de cette paroi? Était-elle de 100 pieds ou de 10? On n'eût pu le dire, mais les bruits souterrains étaient trop perceptibles pour qu'elle fût bien épaisse. L'ingénieur, après avoir exploré la muraille, suivant une ligne horizontale, fixa le fanal à l'extrémité d'un aviron, et il le promena de nouveau à une plus grande hauteur sur la paroi basaltique. Là, par des fentes à peine visibles, à travers les prismes mal joints, transpirait une fumée âcre qui infectait l'atmosphère de la caverne. Des fractures zébraient la muraille, et quelques-unes,
plus vivement dessiné, s'abaissait jusqu'à 2 ou 3 pieds seulement des eaux de la crypte. Cyrus Smith resta d'abord pensif, puis il murmura encore ces paroles. Oui, le capitaine avait raison. Là est le danger, et un danger terrible. Ayrton ne dit rien, mais sur un signe de Cyrus Smith, il reprit ses avirons, et 1/2 heure après, l'ingénieur et lui sortaient de la crypte Dakkar. Fin du chapitre 18 de la 3e partie, enregistré par Zékou à tourner en Belgique durant septembre 2014. Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 19 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zékou à tourner en Belgique durant septembre 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, 3e partie, chapitre 19. Le lendemain matin, 8 janvier, après une journée et une nuit passées au corral, toutes choses étant en état, Cyrus Smith et Ayrton rentraient à Granite House. Aussitôt, l'ingénieur rassembla ses compagnons, et il leur apprit que l'île Lincoln courait un immense danger, qu'aucune puissance humaine ne pouvait conjurer. Mes amis, dit-il, et sa voix décelait une émotion profonde, l'île Lincoln n'est pas de celles qui doivent durer autant que le globe lui-même. Elle est vouée à une destruction plus ou moins prochaine, dont la cause est en elle, et à laquelle rien ne pourra la soustraire. Les colons se regardèrent et regardèrent l'ingénieur. Ils ne pouvaient le comprendre. Expliquez-vous, Cyrus, dit Gédéon Spilett. Je m'explique, répondit Cyrus Smith. Ou plutôt, je ne ferai que vous transmettre l'explication que, pendant nos quelques minutes d'entretien secret, m'a donné le capitaine Nemo. Le capitaine Nemo, s'écrièrent les colons. Oui, et c'est le dernier service qu'il a voulu nous rendre avant de mourir. Le dernier service, s'écria Pencroff. Le dernier service. Vous verrez que, tout mort qu'il est, il nous en rendra d'autres encore. Mais que vous a-t-il dit, le capitaine Nemo demanda le reporter. Sachez-le donc, mes amis, répondit l'ingénieur. L'île Lincoln n'est pas dans les conditions où sont les autres îles du Pacifique, et une disposition particulière que m'a fait connaître le capitaine Nemo doit amener tôt ou tard la dislocation de sa charpente sous-marine. Une dislocation, l'île Lincoln, allons donc, s'écria Pencroff, qui, malgré tout le respect qu'il avait pour Cyrus Smith, ne put s'empêcher de hausser les épaules. Écoutez-moi, Pencroff, reprit l'ingénieur. Voici ce qu'avait constaté le capitaine Nemo, et ce que j'ai constaté moi-même hier pendant l'exploration que j'ai faite à la crypte Dakkar. Cette crypte se prolonge sous l'île jusqu'au volcan, et elle n'est séparée de la cheminée centrale que par la paroi qui enferme le chevet. Or, cette paroi est sillonnée de fractures et de fentes qui laissent déjà passer les gaz sulfureux développés à l'intérieur du volcan. Eh bien, demanda Pencroff, dont le front se plissait violemment. Eh bien, j'ai reconnu que ces fractures s'agrandissaient sous la pression intérieure, que la muraille de basalte se fendait peu à peu, et que, dans un temps plus ou moins court, elle livrerait passage aux eaux de la mer dont la caverne est remplie. Bon, répliqua Pencroff, qui essaya de plaisanter encore une fois. La mer éteindra le volcan et tout sera fini. Oui. Tout sera fini, répondit Cyrus Smith. Le jour où la mer se précipitera à travers la paroi et pénétrera par la cheminée centrale jusque dans les entrailles de l'île où bouillonnent les matières éruptives, ce jour-là, Pencroff, l'île Lincoln sautera comme sauterait la Sicile si la Méditerranée se précipitait dans l'Etna. Les colons ne répondirent rien à cette phrase si affirmative de l'ingénieur. Ils avaient compris quel danger les menaçait. Il faut dire, d'ailleurs, que Cyrus Smith n'exagérait en aucune façon. Bien des gens ont déjà eu l'idée qu'on pourrait peut-être éteindre les volcans qui, presque tous, s'élèvent sur les bords de la mer ou des lacs.
en ouvrant passage à leurs eaux. Mais ils ne savaient pas qu'on se fût exposé ainsi à faire sauter une partie du globe, comme une chaudière dont la vapeur est subitement tendue par un coup de feu. L'eau, se précipitant dans un milieu clos, dont la température peut être évaluée à des milliers de degrés, se vaporiserait avec une si soudaine énergie qu'aucune enveloppe n'y pourrait résister. Il n'était donc pas douteux que l'île, menacée d'une dislocation effroyable et prochaine, ne durerait que tant que la paroi de la crypte dakkar durerait elle-même. Ce n'était même pas une question de mois, ni de semaines, mais une question de jours, d'heures peut-être. Le premier sentiment des colons fut une douleur profonde. Ils ne songèrent pas au péril qu'ils menaçaient directement, mais à la destruction de ce sol qui leur avait donné asile, de cette île qu'ils avaient fécondée, de cette île qu'ils aimaient, qu'ils voulaient rendre si florissante un jour. Tant de fatigues inutilement dépensées, tant de travaux perdus. Pencroff ne put retenir une grosse larme qui glissa sur sa joue et qu'il ne chercha point à cacher. La conversation continua pendant quelque temps encore. Les chances auxquelles les colons pouvaient encore se rattacher furent discutées, mais, pour conclure, on reconnut qu'il n'y avait pas une heure à perdre, que la construction et l'aménagement du navire devaient être poussés avec une prodigieuse activité, et que là, maintenant, était la seule chance de salut pour les habitants de l'île Lincoln. Tous les bras furent donc requis. À quoi eût servi désormais de moissonner, de récolter, de chasser, d'accroître les réserves de Granite House? Ce que contenait encore le magasin et les offices suffirait, et au-delà, à approvisionner le navire pour une traversée, si longue qu'elle pût être. Ce qu'il fallait, c'était qu'il fût à la disposition des colons avant l'accomplissement de l'inévitable catastrophe. Les travaux furent repris avec une fiévreuse ardeur. Vers le 23 janvier, le navire était à demi bordé. Jusqu'alors, aucune modification ne s'était produite à la cime du volcan. C'étaient toujours des vapeurs, des fumées mêlées de flammes et traversées de pierres incandescentes qui s'échappaient du cratère. Mais, pendant la nuit du 23 au 24, sous l'effort des laves qui arrivèrent au niveau du premier étage du volcan, celui-ci fut décoiffé du cône qui formait chapeau. Un bruit effroyable retentit. Les colons crurent d'abord que l'île se disloquait. Ils se précipitèrent hors de Granite House. Il était environ 2 heures du matin. Le ciel était en feu. Le cône supérieur, un massif haut de 1000 pieds, pesant des milliards de livres, avait été précipité sur l'île, dont le sol trembla. Heureusement, ce cône inclinait du côté du nord, et il tomba sur la plaine de sable et de tufs qui s'étendait entre le volcan et la mer. Le cratère, largement ouvert alors, projetait vers le ciel une si intense lumière que, par le simple effet de la réverbération, l'atmosphère semblait être incandescente. En même temps, un torrent de lave, se gonflant à la nouvelle cime, s'épanchait en longues cascades, comme l'eau qui s'échappe d'une vasque trop pleine, et 1000 serpents de feu rampaient sur les talus du volcan. Le corral! Le corral! S'écria Ayrton. C'était en effet vers le corral que se portaient les laves, par suite de l'orientation du nouveau cratère, et conséquemment, c'étaient les parties fertiles de l'île, les sources du Creek Rouge, les bois de Jacamar qui étaient menacés d'une destruction immédiate. Au cri d'Ayrton, les colons s'étaient précipités vers l'étable des onaggas. Le chariot avait été attelé. Tous n'avaient qu'une pensée, courir au corral et mettre en liberté les animaux qu'ils renfermaient. Avant 3 heures du matin, ils étaient arrivés au corral. D'effroyables hurlements indiquaient assez quelle épouvante terrifiait les mouflons et les chèvres. Déjà un torrent de matière incandescente, de minéraux liquéfiés, tombait du contrefort sur la prairie et rongeait ce côté de la palissade. La porte fut brusquement ouverte par Ayrton, et les animaux, affolés, s'échappèrent en toutes directions. 1 heure après, la lave bouillonnante emplissait le corral, volatilisait l'eau du petit rio qui le traversait, incendiait l'habitation qui flamba comme un chaume et dévorait jusqu'au dernier poteau l'enceinte palissadée. Du corral, il ne restait plus rien.
Les colons avaient voulu lutter contre cet envahissement. Ils avaient essayé, mais follement et inutilement, car l'homme est désarmé devant ces grands cataclysmes. Le jour était venu, 24 janvier. Cyrus Smith et ses compagnons, avant de revenir à Granite House, voulurent observer la direction définitive qu'allait prendre cette inondation de lave. La pente générale du sol s'abaissait du mont Franklin à la côte est, et il était à craindre que, malgré les bois épais de Jacamar, le torrent ne se propageât jusqu'au plateau de Grande Vue. Le lac nous couvrira, dit Gédéon Spilett. Je l'espère, répondit Cyrus Smith, et ce fut là toute sa réponse. Les colons auraient voulu s'avancer jusqu'à la plaine sur laquelle s'était abattu le cône supérieur du mont Franklin, mais les laves leur barraient alors le passage. Elles suivaient, d'une part, la vallée du Creek Rouge, et de l'autre, la vallée de la rivière de la Chute, en vaporisant ces deux cours d'eau sur leur passage. Il n'y avait aucune possibilité de traverser ce torrent. Il fallait, au contraire, reculer devant lui. Le volcan, découronné, n'était plus reconnaissable. Une sorte de table rase le terminait alors et remplaçait l'ancien cratère. Deux égueulements, creusés à ses bords sud et est, versaient incessamment les laves, qui formaient ainsi deux courants distincts. Au-dessus du nouveau cratère, un nuage de fumée et de cendres se confondait avec les vapeurs du ciel, amassées au-dessus de l'île. De grands coups de tonnerre éclataient et se confondaient avec les grondements de la montagne. De sa bouche s'échappaient des rochiniers qui, projetés à plus de 1000 pieds, éclataient dans la nue et se dispersaient comme une mitraille. Le ciel répondait à coups d'éclairs à l'éruption volcanique. Vers 7 heures du matin, la position n'était plus tenable pour les colons, qui s'étaient réfugiés à la lisière du bois de Jacamar. Non seulement les projectiles commençaient à pleuvoir autour d'eux, mais les laves, débordant du lit du Creek Rouge, menaçaient de couper la route du corral. Les premiers rangs d'arbres prirent feu, et leur sève, subitement transformée en vapeur, les fit éclater comme des boîtes d'artifice, tandis que d'autres, moins humides, restèrent intactes au milieu de l'inondation. Les colons avaient repris la route du corral. Ils marchaient lentement, à reculons pour ainsi dire. Mais, par suite de l'inclinaison du sol, le torrent gagnait rapidement dans l'est, et, dès que les couches inférieures des laves s'étaient durcies, d'autres nappes bouillonnantes les recouvraient aussitôt. Cependant, le principal courant de la vallée du Creek Rouge devenait de plus en plus menaçant. Toute cette partie de la forêt était embrasée, et d'énormes volutes de fumée roulaient au-dessus des arbres, dont le pied crépitait déjà dans la lave. Les colons s'arrêtèrent près du lac, à un demi-mille de l'embouchure du Creek Rouge. Une question de vie ou de mort allait se décider pour eux. Cyrus Smith, habitué à chiffrer les situations graves et sachant qu'il s'adressait à des hommes capables d'entendre la vérité, quelle qu'elle fût, dit alors: ou le lac arrêtera ce courant et une partie de l'île sera préservée d'une dévastation complète, ou le courant envahira les forêts du Far West et pas un arbre, pas une plante ne restera à la surface du sol. Nous n'aurons plus en perspective sur ces rocs dénudés qu'une mort que l'explosion de l'île ne nous fera pas attendre. Alors, s'écria Pencroff en se croisant les bras et en frappant la terre du pied, inutile de travailler au bateau, n'est-ce pas? Pencroff, répondit Cyrus Smith, il faut faire son devoir jusqu'au bout. En ce moment, le fleuve de lave, après s'être frayé un passage à travers ces beaux arbres qu'il dévorait, arriva à la limite du lac. Là existait un certain exhaussement du sol qui, s'il eût été plus considérable, eût peut-être suffi à contenir le torrent. À l'œuvre! S'écria Cyrus Smith. La pensée de l'ingénieur fut aussitôt comprise. Ce torrent, il fallait l'endiguer, pour ainsi dire, et l'obliger ainsi à se déverser dans le lac. Les colons coururent au chantier. Ils en rapportèrent des pelles, des pioches, des haches, et là, au moyen de terrassements et d'arbres abattus, ils parvinrent, en quelques heures, à élever une digue haute de 3 pieds sur quelques centaines de pas de longueur. Il leur semblait, quand ils eurent fini, qu'ils n'avaient travaillé que quelques minutes à peine. Il était temps. Les matières liquéfiées atteignirent presque aussitôt la partie inférieure de l'épaulement. Le fleuve se gonfla comme une rivière en pleine crue qui cherche à déborder et menaça de dépasser le seul obstacle qui pût l'empêcher d'envahir tout le Far West.
mais la digue parvint à le contenir. Et, après une minute d'hésitation qui fut terrible, il se précipita dans le lac Grant par une chute haute de 20 pieds. Les colons, haletants, sans faire un geste, sans prononcer une parole, regardèrent alors cette lutte des deux éléments. Quel spectacle que ce combat entre l'eau et le feu! Quelle plume pourrait décrire cette scène d'une merveilleuse horreur, et quel pinceau la pourrait peindre! L'eau sifflait en s'évaporant au contact des laves bouillonnantes. Les vapeurs, projetées dans l'air, tourbillonnaient à une incommensurable hauteur, comme si les soupapes d'une immense chaudière eussent été subitement ouvertes. Mais, si considérable que fût la masse d'eau contenue dans le lac, elle devait finir par être absorbée, puisqu'elle ne se renouvelait pas, tandis que le torrent, s'alimentant à une source inépuisable, roulait sans cesse de nouveaux flots de matières incandescentes. Les premières laves qui tombèrent dans le lac se solidifièrent immédiatement et s'accumulèrent de manière à émerger bientôt. À leur surface glissèrent d'autres laves qui se firent pierre à leur tour, mais en gagnant vers le centre. Une jetée se forma de la sorte et menaça de combler le lac, qui ne pouvait déborder, car le trop-plein de ses eaux se dépensait en vapeur. Sifflements et grésillements déchiraient l'air avec un bruit assourdissant, et les buées, entraînées par le vent, retombaient en pluie sur la mer. La jetée s'allongeait, et les blocs de lave solidifiés s'entassaient les uns sur les autres. Là où s'étendaient autrefois des eaux paisibles apparaissait un énorme entassement de rocs fumants, comme si un soulèvement du sol eût fait surgir des milliers d'écueils. Que l'on suppose ces eaux bouleversées pendant un ouragan, puis subitement solidifiées par un froid de 20 degrés, et on aura l'aspect du lac, 3 heures après que l'irrésistible torrent y eut fait éruption. Cette fois, l'eau devait être vaincue par le feu. Cependant, ce fut une circonstance heureuse pour les colons que l'épanchement lavique eût été dirigé vers le lac Grant. Ils avaient devant eux quelques jours de répit. Le plateau de grande vue, Granite House, et le chantier de construction étaient momentanément préservés. Or, ces quelques jours, il fallait les employer à border le navire et à le calfater avec soin. Puis on le lancerait à la mer, et on s'y réfugierait, quitte à le gréer quand il reposerait dans son élément. Avec la crainte de l'explosion qui menaçait de détruire l'île, il n'y avait plus aucune sécurité à demeurer à terre. Cette retraite de Granite House, si sûre jusqu'alors, pouvait à chaque minute refermer ses parois de granit. Pendant les 6 jours qui suivirent, du 25 au 30 janvier, les colons travaillèrent au navire autant que 20 hommes eussent pu le faire. À peine prenaient-ils quelques repos, et l'éclat des flammes qui jaillissaient du cratère leur permettait de continuer nuit et jour. L'épanchement volcanique se faisait toujours, mais peut-être avec moins d'abondance. Ce fut heureux, car le lac Grant était presque entièrement comblé, et si de nouvelles laves eussent glissé à la surface des anciennes, elles se fussent inévitablement répandues sur le plateau de Grande Vue, et de là sur la grève. Mais si de ce côté l'île était en partie protégée, il n'en était pas ainsi de sa portion occidentale. En effet, le second courant de lave qui avait suivi la vallée de la rivière de la Chute, vallée large, dont les terrains se déprimaient de chaque côté du creek, ne devait trouver aucun obstacle. Le liquide incandescent s'était donc répandu à travers la forêt de Far West, à cette époque de l'année où les essences étaient desséchées par une chaleur torride. La forêt prit feu instantanément, de telle sorte que l'incendie se propagea à la fois par la base des troncs et par les hautes ramures dont l'entrelacement aidait au progrès de la conflagration. Il semblait même que le courant de flammes se déchaînât plus vite à la cime des arbres que le courant de lave à leurs pieds. Il arriva alors que les animaux affolés, fauves ou autres, jaguars, sangliers, cabiais, koulas, gibier de poil et de plume, se réfugièrent du côté de la Mercy et dans le marais des Tadornes au-delà de la route de Port-Ballon. Mais les colons étaient trop occupés de leur besogne pour faire attention même aux plus redoutables de ces animaux. Ils avaient d'ailleurs abandonné Granite House, ils n'avaient même pas voulu chercher abri dans les cheminées, et ils campaient sous une tente près de l'embouchure de la Mercy. Chaque jour, Cyrus Smith et Gédéon Spilett montaient au plateau de Grande Vue,
quelquefois Harbert les accompagnait, jamais Pencroff, qui ne voulait pas voir sous son aspect nouveau l'île si profondément dévastée. C'était un spectacle désolant en effet. Toute la partie boisée de l'île était maintenant dénudée. Un seul bouquet d'arbres verts se dressait à l'extrémité de la presqu'île serpentine. Çà et là grimaçaient quelques souches ébranchées et noircies. L'emplacement des forêts détruites était plus aride que le marais des Tadornes. L'envahissement des laves avait été complet. Où se développait autrefois cette admirable verdure, le sol n'était plus qu'un sauvage amoncellement de tufs volcaniques. Les vallées de la rivière de la Chute et de la Mercy ne versaient plus une seule goutte d'eau à la mer, et les colons n'auraient eu aucun moyen d'apaiser leur soif si le lac Grant eût été entièrement asséché. Mais, heureusement, sa pointe sud avait été épargnée et formait une sorte d'étang, contenant tout ce qui restait d'eau potable dans l'île. Vers le nord-ouest se dessinaient en âpres et vives arêtes les contreforts du volcan, qui figuraient une griffe gigantesque appliquée sur le sol. Quel spectacle douloureux! Quel aspect épouvantable! Et quel regret pour ces colons qui, d'un domaine fertile, couvert de forêts, arrosé de cours d'eau, enrichi de récoltes, se trouvaient en un instant transportés sur un roc dévasté, sur lequel, sans leur réserve, ils n'eussent pas même trouvé à vivre. Cela brise le cœur, dit un jour Gédéon Spilett. Oui, Spilett, répondit l'ingénieur. Que le ciel nous donne le temps d'achever ce bâtiment. Maintenant, notre seul refuge. Ne trouvez-vous pas, Cyrus, que le volcan semble vouloir se calmer? Il vomit encore des laves, mais moins abondamment, si je ne me trompe. Peu importe, répondit Cyrus Smith. Le feu est toujours ardent dans les entrailles de la montagne, et la mer peut s'y précipiter d'un instant à l'autre. Nous sommes dans la situation de passagers dont le navire est dévoré par un incendie qu'ils ne peuvent éteindre, et qui savent que tôt ou tard il gagnera la soute aux poudres. Venez, Spilett, venez, et ne perdons pas une heure. Pendant 8 jours encore, c'est-à-dire jusqu'au 7 février, les laves continuèrent à se répandre, mais l'éruption se maintint dans les limites indiquées. Cyrus Smith craignait par-dessus tout que les matières liquéfiées ne vinssent à s'épancher sur la grève, et dans ce cas, le chantier de construction n'eût pas été épargné. Cependant, vers cette époque, les colons sentirent dans la charpente de l'île des vibrations qui les inquiétèrent au plus haut point. On était au 20 février. Il fallait encore 1 mois avant que le navire fût en état de prendre la mer. L'île tiendrait-elle jusque-là? L'intention de Pencroff et de Cyrus Smith était de procéder au lancement du navire dès que sa coque serait suffisamment étanche. Le pont, l'accastillage, l'aménagement intérieur et le gréement se feraient après. Mais l'important était que les colons eussent un refuge assuré en dehors de l'île. Peut-être même conviendrait-il de conduire le navire au port Ballon, c'est-à-dire aussi loin que possible du centre éruptif, car, à l'embouchure de la Mercy, entre l'îlot et la muraille de granit, il courait le risque d'être écrasé en cas de dislocation. Tous les efforts des travailleurs tendirent donc à l'achèvement de la coque. Ils arrivèrent ainsi au 3 mars, et ils purent compter que l'opération du lancement se ferait dans une dizaine de jours. L'espoir revint au cœur de ces colons, si éprouvés pendant cette 4e année de leur séjour à l'île Lincoln. Pencroff lui-même parut sortir quelque peu de cette sombre taciturnité dans laquelle l'avaient plongé la ruine et la dévastation de son domaine. Il ne songeait plus alors, il est vrai, qu'à ce navire, sur lequel se concentraient toutes ses espérances. Nous l'achèverons, dit-il à l'ingénieur, nous l'achèverons, monsieur Cyrus, et il est temps, car voici la saison qui s'avance, et nous serons bientôt en plein équinoxe. Eh bien, s'il le faut, on relâchera à l'île Tabor pour y passer l'hiver. Mais l'île Tabor après l'île Lincoln, oh, malheur de ma vie, aurais-je cru jamais voir pareille chose? Hâtons-nous, répondait invariablement l'ingénieur, et l'on travaillait sans perdre un instant. Mon maître, demanda Nab quelques jours plus tard, si le capitaine Nemo eût encore été vivant, croyez-vous que tout cela serait arrivé? Oui, Nab, répondit Cyrus Smith. Eh bien, moi, je ne le crois pas, murmura Pencroff à l'oreille de Nab. Ni moi, répondit sérieusement Nab. Pendant la première semaine de mars, le mont Franklin redevint menaçant. Des milliers de fils de verre,
faits de lave fluide, tombèrent comme une pluie sur le sol. Le cratère s'emplit à nouveau de lave qui s'épanchèrent sur tous les revers du volcan. Le torrent courut à la surface des tufs durcies, et il acheva de détruire les maigres squelettes d'arbres qui avaient résisté à la première éruption. Le courant, suivant cette fois la rive sud-ouest du lac Grant, se porta au-delà du creek Glycérine et envahit le plateau de Grande-Vue. Ce dernier coup, porté à l'œuvre des colons, fut terrible. Du moulin, des bâtiments de la basse-cour, des étables, il ne resta plus rien. Les volatiles, effarés, disparurent en toutes directions. Top et Jup donnaient des signes du plus grand effroi, et leur instinct les avertissait qu'une catastrophe était prochaine. Bon nombre des animaux de l'île avaient péri pendant la première éruption. Ceux qui avaient survécu ne trouvèrent d'autre refuge que le marais des Tadornes, sauf quelques-uns auxquels le plateau de Grande-Vue offrit asile. Mais cette dernière retraite leur fut enfin fermée, et le fleuve de lave, débordant l'arête de la muraille granitique, commença à précipiter sur la grève ses cataractes de feu. La sublime horreur de ce spectacle échappe à toute description. Pendant la nuit, on eût dit un Niagara de fonte liquide, avec ses vapeurs incandescentes en haut et ses masses bouillonnantes en bas. Les colons étaient forcés dans leur dernier retranchement, et, bien que les coutures supérieures du navire ne fussent pas encore calfatées, ils résolurent de le lancer à la mer. Pencroff et Ayrton procédèrent donc aux préparatifs du lancement, qui devait avoir lieu le lendemain, dans la matinée du 9 mars. Mais, pendant cette nuit du 8 au 9, une énorme colonne de vapeur, s'échappant du cratère, monta au milieu de détonations épouvantables à plus de 3000 pieds de hauteur. La paroi de la caverne Dakkar avait évidemment cédé sous la pression des gaz, et la mer, se précipitant par la cheminée centrale dans le gouffre ignivome, se vaporisa soudain. Mais le cratère ne put donner une issue suffisante à ces vapeurs. Une explosion, qu'on eût entendue à 100 milles de distance, ébranla les couches de l'air. Des morceaux de montagne retombèrent dans le Pacifique, et en quelques minutes, l'océan recouvrait la place où avait été l'île Lincoln. Fin du chapitre 19 de la troisième partie, enregistré par Zécou à Tournai en Belgique durant septembre 2014. Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 20 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zécou à Tournai en Belgique durant septembre 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 20. Un roc isolé, long de 30 pieds, large de 15, émergeant de 10 à peine. Tel était le seul point solide que n'eussent pas envahi les flots du Pacifique. C'était tout ce qui restait du massif de Granite House. La muraille avait été culbutée, puis disloquée, et quelques-unes des roches de la grande salle s'étaient amoncelées de manière à former ce point culminant. Tout avait disparu dans l'abîme autour de lui. Le cône inférieur du mont Franklin, déchiré par l'explosion, les mâchoires laviques du golfe du Requin, le plateau de Grande-Vue, l'îlot du Salut, les granites de Port-Ballon, les basaltes de la crypte Dakkar, la longue presqu'île serpentine, si éloignée cependant du centre éruptif. De l'île Lincoln, on ne voyait plus que cet étroit rocher qui servait alors de refuge aux 6 colons et à leur chien Top. Les animaux avaient également péri dans la catastrophe, les oiseaux aussi bien que les autres représentants de la faune de l'île, tous écrasés ou noyés, et le malheureux Jup lui-même avait, hélas, trouvé la mort dans quelques crevasses du sol. Si Cyrus Smith, Gédéon Spilett, Harbert, Pencroff, Nab, Ayrton avaient survécu, c'est que, réunis alors sous leur tente, ils avaient été précipités à la mer, au moment où les débris de l'île pleuvaient de toutes parts.
lorsqu'ils revinrent à la surface, ils ne virent plus à une demi-encablure que cet amas de roches vers lequel ils nagèrent et sur lequel ils prirent pied. C'était sur ce roc nu qu'ils vivaient depuis 9 jours. Quelques provisions retirées avant la catastrophe du magasin de Granite House, un peu d'eau douce que la pluie avait versée dans un creux de roche, voilà tout ce que les infortunés possédaient. Leur dernier espoir, leur navire, avait été brisé. Ils n'avaient aucun moyen de quitter ce récif. Pas de feu ni de quoi en faire, ils étaient destinés à périr. Ce jour-là, 18 mars, il ne leur restait plus de conserve que pour 2 jours, bien qu'ils n'eussent consommé que le strict nécessaire. Toute leur science, toute leur intelligence ne pouvaient rien dans cette situation. Ils étaient uniquement entre les mains de Dieu. Cyrus Smith était calme, Gédéon Spilett plus nerveux, et Pencroff, en proie à une sourde colère, allait et venait sur ce roc. Harbert ne quittait pas l'ingénieur et le regardait, comme pour lui demander un secours que celui-ci ne pouvait apporter. Nab et Ayrton étaient résignés à leur sort. Oh, misère, misère, répétait souvent Pencroff. Si nous avions ne fût-ce qu'une coquille de noix pour nous conduire à l'île Tabor, mais rien, rien. Le capitaine Nemo avait bien fait de mourir, dit une fois Nab. Pendant les 5 jours qui suivirent, Cyrus Smith et ses malheureux compagnons vécurent avec la plus extrême parcimonie, ne mangeant juste ce qu'il fallait pour ne pas succomber à la faim. Leur affaiblissement était extrême. Harbert et Nab commencèrent à donner quelques signes de délire. Dans cette situation, pouvaient-ils conserver même une ombre d'espoir? Non. Quelle était leur seule chance? Qu'un navire passât en vue du récif. Mais ils savaient bien, par expérience, que les bâtiments ne visitaient jamais cette portion du Pacifique. Pouvaient-ils compter que, par une coïncidence vraiment providentielle, le yacht écossais vint précisément à cette époque rechercher Ayrton à l'île Tabor? C'était improbable. Et d'ailleurs, en admettant même qu'il y vînt, comme les colons n'avaient pu déposer une notice indiquant les changements survenus dans la situation d'Ayrton, le commandant du yacht, après avoir fouillé l'îlot sans résultat, reprendrait la mer et regagnerait de plus basses latitudes. Non, il ne pouvait conserver aucune espérance d'être sauvé, et une horrible mort, la mort par la faim et par la soif, les attendait sur ce roc. Et déjà, ils étaient étendus sur ce roc inanimé, n'ayant plus la conscience de ce qui se passait autour d'eux. Seul Ayrton, par un suprême effort, relevait encore la tête et jetait un regard désespéré sur cette mer déserte. Mais voilà que, dans la matinée du 24 mars, les bras d'Ayrton s'étendirent vers un point de l'espace. Il se releva, à genoux d'abord, puis debout. Sa main sembla faire un signal. Un navire était en vue de l'île. Ce navire ne courait point la mer à l'aventure. Le récif était pour lui un but vers lequel il se dirigeait en droite ligne, en forçant sa vapeur, et les infortunés l'auraient aperçu depuis plusieurs heures déjà, s'ils avaient encore eu la force d'observer l'horizon. Le Duncan, murmura Ayrton, et il retomba sans mouvement. Lorsque Cyrus Smith et ses compagnons eurent repris connaissance, grâce aux soins dont ils furent comblés, ils se trouvaient dans la chambre d'un steamer, sans pouvoir comprendre comment ils avaient échappé à la mort. Un mot d'Ayrton suffit à leur tout apprendre. Le Duncan, murmura-t-il. Le Duncan, répondit Cyrus Smith, et, levant les bras vers le ciel, il s'écria: Oh, Dieu tout-puissant, tu as donc voulu que nous fussions sauvés. C'était le Duncan, en effet, le yacht de Lord Glenarvan, alors commandé par Robert, le fils du capitaine Grant, qui avait été expédié à l'île Tabor pour y chercher Ayrton et le rapatrier après 12 ans d'expiation. Les colons étaient sauvés. Ils étaient déjà sur le chemin du retour. Capitaine Robert, demanda Cyrus Smith, qui donc a pu vous donner la pensée, après avoir quitté l'île Tabor, où vous n'aviez plus trouvé Ayrton, de faire route à 100 000 de là dans le nord-est? Monsieur Smith, répondit Robert Grant, c'était pour aller chercher non seulement Ayrton, mais vos compagnons et vous.
mes compagnons et moi, sans doute à l'île Lincoln. L'île Lincoln! S'écrièrent à la fois Gédéon Spilett, Harbert, Nab et Pencroff, au dernier degré de l'étonnement. Comment connaissez-vous l'île Lincoln? Demanda Cyrus Smith, puisque cette île n'est même pas portée sur les cartes. Je l'ai connue par la notice que vous aviez laissée à l'île Tabor, répondit Robert Grant. Une notice! S'écria Gédéon Spilett. Sans doute, et la voici, répondit Robert Grant en présentant un document qui indiquait en longitude et en latitude la situation de l'île Lincoln. Résidence actuelle d'Ayrton et de 5 colons américains. Le capitaine Nemo, dit Cyrus Smith, après avoir lu la notice et reconnu qu'elle était de la même main qui avait écrit le document trouvé au corral. Oh, dit Pencroff, c'était donc lui qui avait pris notre Bonadventure, lui qui s'était hasardé seul jusqu'à l'île Tabor pour y déposer cette notice, répondit Harbert. J'avais donc bien raison de dire, s'écria le marin, que même après sa mort, le capitaine nous rendrait encore un dernier service. Mes amis, dit Cyrus Smith d'une voix profondément émue, que le Dieu de toutes les miséricordes reçoive l'âme du capitaine Nemo, notre sauveur. Les colons s'étaient découverts à cette dernière phrase de Cyrus Smith et murmuraient le nom du capitaine. En ce moment, Ayrton, s'approchant de l'ingénieur, lui dit simplement: « Où faut-il déposer ce coffret ?» C'était le coffret qu'Ayrton avait sauvé au péril de sa vie au moment où l'île s'engloutissait et qu'il venait fidèlement remettre à l'ingénieur. « Ayrton, Ayrton !» dit Cyrus Smith avec une émotion profonde. Puis, s'adressant à Robert Grant: « Monsieur, ajouta-t-il, où vous aviez laissé un coupable, vous retrouvez un homme que l'expiation a refait honnête et auquel je suis fier de donner la main. » Robert Grant fut mis alors au courant de cette étrange histoire du capitaine Nemo et des colons de l'île Lincoln. Puis, relèvement fait de ce qui restait de cet écueil qui devait désormais figurer sur les cartes du Pacifique, il donna l'ordre de virer de bord. 15 jours après, les colons débarquaient en Amérique et ils retrouvaient leur patrie pacifiée, après cette terrible guerre qui avait amené le triomphe de la justice et du droit. Des richesses contenues dans le coffret légué par le capitaine Nemo aux colons de l'île Lincoln, la plus grande partie fut employée à l'acquisition d'un vaste domaine dans l'État d'Iowa. Une seule perle, la plus belle, fut distraite de ce trésor et envoyée à Lady Glenarvan au nom des naufragés rapatriés par le Duncan. Là, sur ce domaine, les colons appelèrent au travail, c'est-à-dire à la fortune et au bonheur, tous ceux auxquels ils avaient compté offrir l'hospitalité de l'île Lincoln. Là fut fondée une vaste colonie à laquelle ils donnèrent le nom de l'île disparue dans les profondeurs du Pacifique. Il s'y trouvait une rivière qui fut appelée la Mercy, une montagne qui prit le nom de Franklin, un petit lac qui fut le lac Grant, des forêts qui devinrent les forêts du Far West. C'était comme une île en terre ferme. Là, sous la main intelligente de l'ingénieur et de ses compagnons, tout prospéra. Pas un des anciens colons de l'île Lincoln ne manquait, car ils avaient juré de toujours vivre ensemble. Nab là où était son maître, Ayrton prêt à se sacrifier à toute occasion, Pencroff plus fermier qu'il n'avait jamais été marin, Harbert dont les études s'achevèrent sous la direction de Cyrus Smith, Gédéon Spilett lui-même qui fonda le New Lincoln Herald, lequel fut le journal le mieux renseigné du monde entier. Là, Cyrus Smith et ses compagnons reçurent à plusieurs reprises la visite de Lord et de Lady Glenarvan, du capitaine John Mangles et de sa femme, sœur de Robert Grant, de Robert Grant lui-même, du major Mac Nabbs, de tous ceux qui avaient été mêlés à la double histoire du capitaine Grant et du capitaine Nemo. Là, enfin, tous furent heureux, unis dans le présent comme ils l'avaient été dans le passé. Mais jamais ils ne devaient oublier cette île sur laquelle ils étaient arrivés, pauvres et nus, cette île qui, pendant 4 ans, avait suffi à leurs besoins et dont il ne restait plus qu'un morceau de granit battu par les lames du Pacifique, tombe de celui qui fut le capitaine Nemo.
Fin de l'île mystérieuse par Jules Verne. Enregistré par Zécou à Tournai durant l'été 2014.